Le projet d'ouvrir une mosquée à Paris est très ancien. L'une des dates où il a été question de manière officielle d'ouvrir une salle de prière pour les musulmans en France, ça a été la signature du traité entre Louis XV et un des rois du Maroc, Sidi Mohammed Ben Abdallah, qui était l'un des plus portés vers les relations internationales. Et dans un article de ce traité porte sur l'acceptation par la France de l'ouverture d'une mosquée ouverte toute l'année. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà à Versailles, depuis Louis XIV, on a prévu une salle de prière pour les ambassades musulmanes. On appelait ambassade, c'était une délégation qui venait, restait quelques semaines ou quelques mois, puis repartait. Il n'y avait pas des ambassades permanentes. Et bon, les puissances à l'époque, c'était l'Empire ottoman et le royaume alaouite. Sans doute parce que la forte délégation envoyée du temps de Moulay Ismail, le prédécesseur immédiat de Sidi Mohammed Ben Abdallah, était trop nombreuse pour se contenter de la salle de prière du château de Versailles. D'où l'idée de prévoir un lieu voué au culte de manière permanente toute l'année. Mais c'est resté lettre morte jusqu'à ce qu'une société d'études historiques créée à Alger au moment juste après la conquête ait l'idée de relancer ce projet par écrit, mais ça restait sans conséquence. On en a parlé au moment d'une des expositions universelles, je crois, 1868, où il y avait des pays musulmans représentés. Tous les délégués étaient des pratiquants, ils rencontraient des difficultés pour accomplir leur dévotion quotidienne. Et ça a été relancé de manière solennelle pendant cette année charnière de l'histoire de l'islam en France, qui est l'année 1895, quand on a créé un comité pour une mosquée à Paris. Dans ce comité, il y avait des personnalités prestigieuses comme un islamologue, le comte d'Arimbert, et le gouverneur général d'Algérie, Combon lui-même, connu pour avoir inauguré ce qu'on a appelé la politique des égards avec l'islam, avoir toutes sortes de gestes de respect pour l'islam de manière à atténuer les mauvais souvenirs des brutalités de la conquête et des rigueurs du système de l'indigénat. Et dans l'esprit de Combon, ouvrir une mosquée à Paris ne pouvait qu'être bénéfique pour l'image de la France auprès des indigènes, comme on disait à l'époque. Mais ce projet n'a pas... Bon, il a été médiatisé dans tous les journaux et la plupart des journaux se sont opposés. Notamment le journal du grand Clémenceau, il deviendra grand après, je crois que c'était Le Siècle, ou La Justice. Tous les journaux ont parlé de ce projet. Le journal de Clémenceau a dit non. On n'a pas besoin d'ouvrir une grande mosquée à Paris. Les passagers doivent se contenter de leur chambre d'hôtel. Et on avait comme argument qui a duré jusqu'à la guerre de 14, nul besoin de musulmaner les musulmans, surtout quand ils viennent chez nous, où il y a la possibilité soit de leur conversion au christianisme, soit de leur assimilation, laïcisation qui les détacherait de la religion. C'était les idées dominantes. Mais ce projet n'est pas tombé dans l'oreille de sourds chez les comptistes islamophiles, qui se sont empressés de défendre le projet et ont organisé une souscription. Ils se sont mis à collecter de l'argent pour faciliter la construction de la mosquée. Or, parmi les comptistes islamophiles, il y avait des jeunes ottomans réfugiés en France et à Paris et qui étaient opposants au pouvoir de Sultan Abdelhamid depuis l'abandon de la politique des Tanzimat
et la fin de la monarchie constitutionnelle quand Abdelhamid II a renvoyé le Parlement. Donc c'était un absolutisme anticonstitutionnel. Or, l'entourage de Sultan Abdelhamid avait peur que si cette mosquée venait à être construite, il y avait des risques qu'elle tombe entre les mains des grands intellectuels qui avaient une grande culture islamique, qui pouvaient gérer une mosquée, mais qui deviendrait un lieu d'opposition à la politique du sultan Abdelhamid. Donc, le sultan Abdelhamid a envoyé un chèque de 500 000 francs pour constituer le premier rapport initial pour les frais de cette construction. Donc il bénit ce projet, il l'aide financièrement de manière conséquente, mais il précise qu'il devrait dépendre du cheikh al-Islam, qui était le cheikh Aboul Houda Sayyadi à l'époque, d'origine syrienne, et qui était la personnalité la plus légitime de l'islam sunnite. Et puis, le projet a été vite oublié jusqu'à ce que la Fraternité musulmane de 1907, sous la présidence de Abdelhak Christian Cherfis, un comptiste islamisé, relance le projet. Donc, dans les conférences, les pétitions, les articles, à chaque fois, Christian Cherfis ne perdait aucune occasion pour rappeler le retard de la France par rapport aux grandes puissances européennes comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui avaient pensé à ouvrir des grandes mosquées pour les musulmans, en bravant l'opposition des gens, les architectes, les urbanistes, qui étaient hostiles à l'introduction d'un style oriental dans les capitales occidentales. Il y avait une sorte de préférence nationale sur le plan architectural, mais les Britanniques, plus pragmatiques, ont bravé ces oppositions pour ouvrir à Woking, justement en 1895, une mosquée, mais pour les Ahmadis. C'est une politique destinée à favoriser les minorités schismatiques. C'est ce qui fait que beaucoup de Britanniques qui se mettent à étudier l'islam jusqu'à nos jours commencent par poser les questions: qu'est-ce qu'un musulman? Est-ce qu'un Ahmadi peut être classé parmi les musulmans alors qu'il se réfère d'un faux prophète du XIXe siècle? Et même des islamopolitistes français, depuis que la diabolisation de l'islam est devenue à la mode, ils se mettent à parler d'islam au pluriel et à dire qu'est-ce qu'un musulman. Mais la mosquée de Woking avait le mérite d'exister. Il y avait aussi une mosquée en Allemagne, dans la banlieue de Berlin, ouverte du temps de Goethe. Et Christian Cherfis, très renseigné, n'arrêtait pas de faire des comparaisons. Il dit la France est la première puissance arabe, la première puissance musulmane étant l'Angleterre à cause des dizaines de millions d'Indiens. Et il est trouvé anormal et choquant que la première puissance arabe n'ait pas de lieu de dévotion pour ses sujets musulmans. Et le projet restait dans l'état. De temps en temps, il était relancé par des articles de presse jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, la France a réagi à la déclaration de guerre et surtout à l'entrée en ligne de l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne, en décidant d'apporter avec les Britanniques, en suivant les Britanniques qui ont eu l'initiative, de soutenir la candidature pour le califat de shérif de la Mecque, shérif Hussein, et qui s'est mis à contester donc la légitimité du califat ottoman et de dire que lui, hachémite, est plus légitime. Et en 1916, la France envoie une mission au Hejaz, donc dirigée par le colonel Brémond, un pied noir de l'armée française, mais où on a mis des religieux musulmans, des intellectuels. On a mis notamment le Sid Ahmed Soukayrij, qui était un des dignitaires de la Tijaniya à Tanger, qui est parti avec une fatwa plaidant pour la légitimité de Moulay Youssef comme calife.
puisque lui aussi alaouite, descendant du prophète. Il n'avait pas moins de droits que le shérif Hussein. Et c'était en fait l'idée de Lyautey, dès le début de la guerre, Lyautey un peu mégalomane. Il a dit c'est l'occasion de créer un califat occidental. Et dans l'exposé des motifs kilométriques qu'il a rédigé lui-même pour accompagner une espèce de fatwa de M. Gaillard, le secrétaire général de la résidence générale, pour dire tout le bienfait pour la France d'introniser un calife occidental sur le territoire de l'ancien califat de Mouahidine, Almohad. Et Lyautey lui-même dit qu'il faut restaurer l'empire almohade, mais au service de la France. Et donc le mieux placé, c'est Moulay Youssef, donc alaouite, descendant du prophète. Il voulait le faire reconnaître comme calife de toute l'Afrique du Nord jusqu'aux frontières avec l'Égypte. Et dans l'exposé des motifs, il dit on va faire admettre très facilement par les Algériens, donc l'autorité de ce futur calife, par le biais du gouvernement général qui va envoyer une missive aux imams officiels rémunérés par les membres du clergé officiel musulman dépendant de la police du gouvernement général. Il a dit pour l'Algérie, il n'y a pas de problème, on va lire le vendredi par tous les imams sur ordre du gouvernement général qu'il va falloir prier au nom de Moulay Youssef. Il a dit la Tunisie c'est un protectorat, mais on peut envisager une action psychologique en direction des fuqaha de la Zitouna qui vont faire la même chose, mais de manière beaucoup moins dirigiste que dans le cas algérien, colonie, où le culte musulman fait l'objet d'un dirigisme religieux très direct et autoritaire. Mais il ignorait que le ministre des Affaires étrangères, je crois Del Cassé à l'époque, avait un accord secret avec la Grande-Bretagne. Et dans le document d'archives qui est consultable directement aux archives militaires de Vincennes, le ministre des Affaires étrangères a mis à la main un commentaire ironique. C'est en fait Lyautey qui tire les ficelles de Moulay Youssef, qui veut régenter tout le califat occidental. Il veut étendre son pouvoir au-delà d'Oujda et de Marniya, de Jebral à l'époque. Donc il a souligné le caractère mégalomane de ce projet, mais il a demandé à Lyautey de compléter, donc par des militaires religieux du Maroc, les membres de la délégation de la mission du Hijaz, où le ministre a nommé d'emblée directement un membre qui s'appelait Abdelkader Ben Rabrit. Donc dès le départ, Ben Rabrit avait le soutien du Quai d'Orsay, parfois contre l'avis de Lyautey. Et le désaccord va être durable par la suite, quand Abdelkader Ben Rabrit deviendra le promoteur du projet de mosquée à Paris, et puis premier directeur pendant 30 ans de l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Or, Ben Rabrit, au moment de son séjour au Hijaz, il a rencontré le shérif Hussein. Il a demandé l'autorisation pour la France d'ouvrir des hôtelleries pour l'hébergement des pèlerins qui se retrouvaient en difficulté, pèlerins maghrébins. Et donc, on l'a autorisé. Il a créé, au retour, en février 1917, à une des mahkamas, je crois, malikites d'Alger, il a fondé Jam'iyat Ahbas al-Haramain al-Sharifain, qu'on traduit Société des Habous des lieux saints. Ahbas al-Haramain al-Sharifain. On verra par la suite comment l'intitulé a changé sensiblement. Et donc, très rapidement, il y a eu un budget pour ouvrir 2 grands immeubles à la Mecque et à Médine pour héberger les pèlerins en difficulté que la France veillait à protéger et voulait les voir plus nombreux.
pour défendre son prestige auprès de l'opinion musulmane qui vantait les mérites des sous-marins allemands supposés empêcher les navires français d'aller jusqu'en Orient. Et la France voulait montrer qu'elle n'avait pas peur des sous-marins allemands et on incitait les gens à partir au pèlerinage, alors que Cambon lui-même avait interdit le pèlerinage 5 années sur 7. Le pèlerinage suscitait la méfiance parce que les musulmans algériens qu'on voulait isoler par rapport au reste du monde musulman, on considérait qu'ils pouvaient être contaminés, comme on disait, par les idées du pan-islamisme, de toutes les idées considérées comme dangereuses pour les intérêts coloniaux français. Mais pour les besoins de prestige de la France face à l'Allemagne, on incitait les gens à partir au pèlerinage. En 1940, on parlait de Hajj 40. On incitait les gens à remplir les bateaux, même ceux qui ne voulaient pas partir, pour montrer que la flotte française n'avait pas peur des sous-marins allemands. C'était le cas déjà en 1916. En 1916, c'est l'année où le capitaine Khaled, capitaine de ce pays, qui avait bravement combattu, a été invité par des personnalités islamophiles à Paris. Et dans les rencontres, il y avait Abdelhak Christian Cherfis, qui a profité de cette occasion pour relancer le projet d'institut d'études supérieures franco-arabes. Et avec son ami Paul Bourdari, qui dirigeait la revue indigène, qui faisait partie de la mouvance comtiste, puisqu'il était admis comme professeur sur l'Afrique, sur les colonies, sur l'islam, au Collège libre des sciences sociales, ouvert dans la mouvance comtiste à partir de 1896. C'est un établissement très important, où Christian Cherfis faisait des conférences aussi. Et donc, on se retrouvait avec un projet très, très détaillé d'institut d'études supérieures franco-arabes avec une mosquée à l'intérieur. Mais plus grande importance était accordée à l'Institut qui était destiné, selon ses promoteurs, à rompre avec les mœurs algériennes de la France. Qu'est-ce que les mœurs algériennes? C'est d'abord le code de l'indigénat, qui a été complété progressivement et qui créait un véritable apartheid judiciaire et qui était contre-productif pour l'image de la France ailleurs, en comparaison avec les autres puissances coloniales qui n'ont pas été aussi loin dans les rigueurs. Et il y avait surtout le refus obstiné d'appliquer la loi de 1905 à l'islam par crainte de l'indépendance du culte musulman. Très peu de gens savent que l'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État portait sur l'islam en Algérie. C'est ce qui a été à l'origine du décret d'application de septembre 1907 de cette loi de séparation à l'islam. Mais le gouvernement général a utilisé tous les artifices pour empêcher l'application de cette loi. On a demandé une période transitoire et un délai de 10 ans pour préparer les esprits à la séparation de l'Église musulmane, entre guillemets, et l'État. Or, 1907 plus 10, ça fait 1917, on est en pleine guerre. On a invoqué encore les circonstances exceptionnelles pour reporter encore de 10 ans. Et alors, le projet a eu un mal fou à être adopté. On avait quelqu'un qui a mis son grain de sel, qui disait à peu près la même chose que Clémenceau en 1896. C'était Louis Bertrand, qui avait écrit une série d'articles vraiment flamboyants intitulés « L'alliance entre la Mecque et Paris contre le péril allemand ». C'était à l'occasion de la visite de la mission du Hejaz, où Ben Rabari n'était pas encore très connu, mais il deviendra connu très rapidement. Et donc, il vantait les mérites pour
soutenir le moral des troupes musulmanes venues nombreuses défendre la France. Et on dispose de très longs poèmes de simples soldats ou de caporaux qui avaient un grade dans les grandes confréries, qui ont décrit par le menu leur débarquement à Sète, leur transport par train où ils étaient salués dans toutes les petites gares par les autorités locales avec le drapeau tricolore jusqu'à l'arrivée au front. On les appelait Jish Nara, les Quraysh. Les Français eux-mêmes, le commandement français, vantait les mérites des soldats arabes descendants des Qurayshites, fervents défenseurs du djihad. C'est le commandement français qui incitait à ce qu'on appelle le djihadisme à l'époque, pour des raisons faciles à deviner, pour dire que le djihad du côté allemand et ottoman ne menait pas nécessairement au paradis. C'est le djihad dans l'armée française qui pouvait assurer le salut éternel. Or, l'action psychologique allemande n'était pas inactive. Et à la suite de la bataille de la Marne, qui a été un revers pour la France, l'Allemagne s'est retrouvée avec 3000 prisonniers algériens musulmans emprisonnés dans le camp du Croissant de Zossen, dans la banlieue de Berlin. Et l'Empire ottoman a détaché l'émir Ali, qui avait le grade de général dans l'armée ottomane, après avoir été l'aide de camp du sultan Abdelhamid. Il était chargé de travailler au corps les 3000 prisonniers algériens. Il leur faisait des séances, il leur faisait notamment visiter la mosquée de la banlieue de Berlin, ouverte du temps de Goethe, où ils faisaient leur dévotion, ils lisaient le Coran, ils psalmodiaient, ils faisaient les nafilas, ils levaient des dohas pour la victoire des troupes du calife. Wansur Asakir al-Muslimin. Cette formule vient de cette période-là. Et on a des imams fainéants jusqu'à nos jours de la banlieue parisienne qui se contentent de lire les khotbahs de cette époque, qui se retrouvent convoqués par les renseignements généraux quand ils implorent la victoire des soldats musulmans. Or, ça date de cette époque-là. Et les imams CCP, qui ont la flemme de rédiger des khotbahs adaptés à notre époque, se trouvent en difficulté quand ils lisent in extenso les khotbahs de cette époque. Et les Allemands libéraient les détenus algériens en étant sûrs qu'ils allaient répéter dans leur douar ce qu'ils ont vécu dans la banlieue de Berlin, leurs prières, leurs psalmodies, les facilités offertes par le Kaiser, le Kaiser, avant le Reich, qui facilite la vie musulmane sur son propre territoire, pas loin de la capitale. Et en très peu de temps, les administrateurs de communes mixtes ont rédigé les mêmes rapports en disant « Nous avons nos soldats libérés qui répètent la même chose. L'Allemagne respecte l'islam mieux que la France, qui se dit puissance musulmane à elle aussi. » Et ces rapports ont atterri dans le bureau de Lyautey, qui venait d'être nommé ministre de la Guerre. Et puis Lyautey a dit c'est vrai, nous n'avons pas de mosquée en France, alors qu'il lui connaissait le traité signé par Louis XV. Et Sidi Mohamed Ben Abdallah, il a dit c'est le moment de mettre en œuvre tous ces projets qui remontent à 2 siècles. Et c'est là qu'en concertation avec des gens comme Bourdari, qui ont participé à la rédaction du projet, le projet a fini par être adopté, mais au prix de la désignation du général Gouraud à la tête du comité d'honneur de la mosquée, où il y avait le ministre des colonies, Fleurot et d'autres personnalités coloniales très connues à l'époque qui étaient des défenseurs du projet, mais qui ne réussissaient pas à le faire aboutir. Et l'arrivée de Gouraud s'est traduite par l'éloignement d'un fervent militant de ce projet depuis 1995, en la personne de Christian Cherfis. À tel point qu'au moment de la cérémonie de fixation de
direction de la Kaaba avec la boussole, un géomètre venu du Maroc pour fixer la direction de la prière. La militarisation du projet et sa excessive politisation a conduit à empêcher Christian Scherfis à lire le long poème qu'il a rédigé en l'honneur de l'aboutissement de ce grand projet retardé de plusieurs décennies. Et Christian Scherfis était obligé d'aller publier son poème dans une revue islamophile qui s'appelait Orient et Occident. Et le Parlement a voté, dans sa générosité, en 1920, juste après la fin de la guerre, un crédit de 500 000 francs pour venir en aide à la réalisation du projet. Et on a obtenu un terrain qui servait d'hospice, qui était rattaché à l'hôpital voisin de la Salpêtrière. Ce terrain a été attribué à la société des Habous, qui a dû se laïciser parce que c'était une société de droit musulman sous forme de vrais Habous, waqfan mu'abbada wa tahbisan mukhallada. Or, la laïcité ne permet pas ce genre d'immobilisation perpétuelle. On a dû la laïciser en la transformant en association régie par la loi de 1901. Ça a été fait en 1921. Et très peu de gens se souvenaient des 500 000 francs envoyés par chèque par le sultan Abdelhamid en 1895. Or, le sultan Abdelhamid a été déposé en 1909 et il était mort depuis 1918. Donc, en dehors des lecteurs de la Revue de l'Islam et de l'article d'un certain Halim d'origine égyptienne qui finira grand vizir des jeunes Ottomans, des jeunes Turcs, mais qui sera assassiné par les Arméniens en 1923 à Rome. C'est Halim, quand il était encore étudiant, qui a révélé que c'est le sultan Abdelhamid qui a envoyé un chèque de 500 000 francs. Or, ce sont ces 500 000 francs qu'on a fait passer pour une générosité du Parlement français, qui a versé exactement la même somme, mais 25 ans après. Et l'inauguration, la fixation de la direction de la prière, de la Qibla, la date a été fixée par Ben Rabrit, qui s'est arrangé pour cette réunion au moment de l'absence de Lyautey. Ils étaient déjà en rivalité depuis que Lyautey a su que Ben Rabrit avait le soutien direct du Quai d'Orsay. Et le nom de Ben Rabrit figure sur les tablettes du Quai d'Orsay depuis 1902, quand il s'est mis au service de la légation française à Tanger, dirigée à l'époque par le comte de Saint-Aulaire, qui deviendra ambassadeur de France et qui écrira des souvenirs très intéressants, souvenirs d'un vieux diplomate où il consacre de très longs développements à Seradoul Ben Rabrit, en reconnaissant son dévouement, sa perspicacité et les services qu'il a rendus à la légation dans la préparation de la signature du traité du protectorat de 1912. Et à tel point que Lyautey a exigé qu'on refasse une deuxième cérémonie pour que ce soit lui le président. Or, Lyautey voulait rattacher la mosquée à la résidence générale de Rabat. Le Ben Rabrit voulait une autonomie. Donc, si on reprend la phraséologie d'aujourd'hui, on peut dire que Seradoul était plus proche de ce qu'il est convenu l'islam de France que Lyautey, qui voulait faire de la mosquée un appendice de sa politique coloniale. Parce qu'il faut se souvenir de la mégalomanie de Lyautey, qui voulait un califat dont il aurait tiré les ficelles. Il s'est contenté des 10 mètres carrés à la place du Puy de l'Ermite,
plein quartier latin, ce n'était pas suffisant pour les grandes ambitions de politique musulmane coloniale du maréchal Lyautey. Donc il voulait être vraiment le vrai patron de la mosquée de Paris, d'où des frictions larvées avec Serradour. Bon Rabrit qui a montré sa virtuosité sur le plan diplomatique. Il était déjà drogman, un traducteur qui passait d'une langue à l'autre avec le même talent. Et il pouvait être l'interlocuteur de Chérif Hussein. Il est parti comme représentant de la France au Hijaz. Il est rentré comme représentant en France de Chérif Hussein. Et il a cumulé des titres comme ça. Et il a fini avec un titre définitif, consul honoraire, donc de représentant de Moulay Youssouf à Paris. Et c'est ce qui fait que c'est Moulay Youssouf qui fera l'inauguration officielle, politique, de la mosquée en juillet 1926. Mais auparavant, il a fallu des surefforts pour collecter la somme nécessaire pour la réalisation de ce très grand projet, puisque ça a été une merveille sur le plan architectural. Lyautey voulait vraiment le maximum de raffinement en s'inspirant du style mauresque, hispano-mauresque, qui a donné la Koutoubia de Marrakech et d'autres palais de Fès. Et il a évité ainsi que l'on s'inspire du style ottoman qui a emprunté à Byzance. Ça aurait pu être une mosquée aidée par le sultan Abdelhamid, ça aurait ressemblé à la mosquée bleue de Sultan Ahmed ou la Souleymaniya ou la Sainte-Sophie. Mais Lyautey a imposé ce style en mettant le paquet, en envoyant les meilleurs artisans, les meilleurs décorateurs. C'est ce qui fait que toutes les tentatives de rivaliser avec la mosquée de Paris, avec l'argent des pétromonarchies, ont été d'avance vouées à l'échec, parce qu'aucune pétromonarchie n'a accepté de débloquer un budget pouvant conduire à une réalisation comparable en raffinement architectural comme celui de la mosquée de Paris. Ça reste quelque chose d'unique. Mais il a fallu rassembler l'argent. Donc on a mis à contribution les crédits fonciers, notamment en Algérie, qui collectaient les dons des fidèles. Et les dons étaient l'incitation à donner, venaient du clergé officiel algérien, des confréries un peu domestiquées par le gouvernement général. Et ça a été le cas dans plusieurs pays musulmans, notamment en Inde. Hamidullah Adolescent m'a dit, moi, j'ai entendu parler de Serradour Ben Rabrit à Hyderabad à l'âge de 16 ans, quand les musulmans indiens ont été mis à contribution. Et puis les gouvernements coloniaux ont versé chacun une somme, le gouvernement général d'Algérie, la résidence générale de Tunis, la résidence de Rabat, les gouverneurs d'Afrique occidentale française, notamment à Dakar, d'où la présence de dignitaires religieux sénégalais dans le comité de la mosquée. Mais le plus gros de la somme est venu de l'ambiguïté créée par l'intitulé Jama'iyat Ahbas al-Haramain Sharifain. Parce que ce waqf, ce habous existe dans tous les pays musulmans. Et à chaque pèlerinage, vous avez une délégation qui amène les dons des fidèles de telle région, l'Indonésie, la Malaisie, le Sénégal, le Soudan de l'époque, l'actuel Mali, Niger. Ils font des dons pour les mosquées de la Mecque et de Médine, pour venir en aide aux nécessiteux, financer l'enseignement religieux, entretenir les édifices. C'est un waqf qui existe depuis très longtemps. Et du fait de cet intitulé, on a un certain nombre de habous qui ont été
destinés à la Mecque et à Médine, mais qui ont servi à construire la mosquée qui aura coûté 30 millions de l'époque. Or, pour la vérité historique, c'est le gouvernement général d'Alger qui a apporté la plus forte contribution, qui dépasse de quelques millions le montant de la quote-part de la résidence générale du Maroc. D'où la vanité des ouvrages de propagande rédigés récemment par des historiens de service d'une université marocaine qui invoque un manuscrit que seul l'auteur semble avoir consulté, qui fait croire que la société des Habous aurait été créée à la demande de Moulay Youssef, mais on ne comprend pas pourquoi il a demandé de la domicilier à Alger. Alors, si c'était le cas, Rabat aurait été la domiciliation naturelle. Et puis une falsification des chiffres. Tous les chiffres publiés par le bulletin de l'Afrique française, que j'ai reproduit dans mon premier livre en 87, La France et ses musulmans, sans savoir que ça allait faire l'objet de polémiques dans les rivalités enfantines algéro-marocaines. C'est le gouvernement général qui a apporté la plus forte somme. Arrive la résidence générale de Rabat, puis celle de Tunis. Or, l'utilisation de cet intitulé Société des Habous d'Héliocin a choqué les musulmans à tel point que dans les résolutions du Congrès musulman de la Mecque de 1926, qui a eu lieu juste après l'inauguration par Moulay Youssef, et le maître d'œuvre de ce congrès, c'était Mohamed Rachid Rida, donc le rédacteur de la revue Le Manar depuis 1898, élève de Abdou et de Afrani, inspirateur des réformateurs maghrébins, aussi bien marocains qu'algériens comme le Cheikh Badis, et qui a été sollicité par le nouveau pouvoir saoudien après la prise de la Mecque en 1925, la réunification donc du Hijaz et du Najd. Le jeune État wahhabite avait des guerriers, avait des fuqaha, des très casuistes, mais il n'avait pas des intellectuels de la trempe de Rachid Rida. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à lui. Et ça s'est traduit par une sorte de dessèchement sur le plan intellectuel du courant réformateur, qui a été beaucoup plus favorable à l'ijtihad quand il était libre que quand son promoteur, son chef de file, se met au service d'un État. Et tout État finit par mettre en avant la raison d'État, laquelle sollicite le religieux et les fatwas de commande. Or, le Rachid Rida a veillé à inscrire dans les résolutions du Congrès musulman, le seul congrès libre de musulmans après la chute du califat, c'est ce congrès parce que c'était un État indépendant. Le congrès de 1925 du Caire, appelé le congrès du califat, n'était pas légitime vu l'influence britannique sur les fuqaha et les membres, les congressistes, qui ont été très étonnés de voir quelques congressistes jusqu'à la silencieux proposer la candidature de l'émir Abdelkrim pour la fonction de calife, en disant que tous les autres sont soit des protégés, soit des colonisés. Or, lui, il venait d'infliger deux désastres à l'armée espagnole et à l'armée française, donc il suscite l'admiration des musulmans, et quelqu'un qui non seulement proclame le djihad, se montre jaloux de son indépendance et inflige des désastres à des puissances coloniales, on n'a aucun mal à démontrer qu'il était le plus légitime. D'où l'échec du congrès musulman du califat du Caire de 1925. On ne sait pas, les candidats du Foreign Office ne faisaient pas le poids devant la candidature du plus légitime de tous, qui était l'Amir Abdelkrim. Donc le congrès de l'année d'après, c'est Rachid Rida qui a joué un rôle. Il a inscrit une résolution sommant la France
de verser au budget de l'État saoudien toutes les sommes collectées au nom de la Société des Habous pour la construction de la mosquée à Paris. Et ça a été l'objet d'un contentieux entre la France et le nouvel État saoudien. Et le ministre plénipotentiaire, c'était Fouad, c'est un diplomate qui deviendra ministre des Affaires étrangères par la suite, qui a réclamé la restitution de ces biens jusqu'à la découverte du pétrole. Et à partir de cette découverte, ce sont les Saoudiens qui se sont mis à financer les mosquées d'Occident avec tous les inconvénients que l'on sait. Ce n'est pas le sujet. Et donc voilà les réalités de la mosquée de Paris, où l'État laïque, en fait, n'a pas versé grand-chose. L'État laïque s'est contenté de quelques ruses, les hiyal des fuqaha, en intitulant Institut musulman de la mosquée de Paris. L'intitulé Institut sert à rendre licite les financements, le peu de financement public, malgré la laïcité. Le RIO, interpellé au Parlement par des laïcards, a dit « j'ai financé l'Institut, pas financé une mosquée ». Et il avait entièrement raison, puisque le projet d'Institut a été saboté sciemment et volontairement, sans le cacher, par l'IOT, qui a dit « un institut musulman ouvert à Paris comporte le risque d'ouvrir l'esprit de nos jeunes musulmans ». Donc les intérêts coloniaux avaient besoin de l'ignorance comme principal allié. C'est ce que Ben Badis découvrira plus tard en disant « j'enseignais l'alphabet à des petits-enfants et j'étais convoqué par le commissaire, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Et j'ai découvert que le meilleur allié du colonialisme, c'était l'ignorance. Et moi, je luttais contre l'illettrisme, je devenais dangereux. Je n'ai jamais parlé de la France, ni attaqué le colonialisme. Et le seul fait d'instruire nos enfants constituait un danger pour la colonisation. Et le grand Lyoté, dont on vante les mecs, il avait de grands mérites par ailleurs, mais il partageait cet invariant des administrations coloniales, se méfier de l'ouverture d'esprit des jeunes musulmans qui risquent de se dresser contre les intérêts coloniaux. Donc il n'y a eu que la mosquée. Et on s'attendait à ce que Ben Rabrit, après l'inauguration, désigne un directeur des études. Au lieu de cela, on l'a flanqué d'un adjoint qui était capitaine des AMM, les affaires militaires musulmanes, qui était... C'était un peu la tradition des médersas d'État de 1850, où on désignait un officier du bureau arabe pour veiller au grain, de manière à ce qu'il y ait un enseignement théologiquement correct, où serait bannie toute lecture d'un livre qui parlerait de djihad, par exemple, parce que vous avez dans tout traité de théologie, sur les attributions de Amir al-Mu'minin ou du calife, la proclamation du djihad. Alors il faut sucrer ce passage-là, pour ne pas donner de mauvaises idées à ces indigènes provisoirement dociles. Et il faut se souvenir que le projet de Tristan Cherfis et de Paul Bourdary fixait comme principal objectif à l'Institut la rupture avec les mœurs algériennes de la France, c'est-à-dire système de l'indigénat, dirigisme religieux du clergé officiel, contrairement aux stipulations de la loi de séparation de 1905. Au lieu de cela, donc on a supprimé l'Institut, on a créé un véritable clergé officiel dépendant des administrations françaises, notamment des trois administrations coloniales, et qui avait des liens étroits avec la police spéciale ouverte à la rue Lecomte à partir de 1925. On avait une police spéciale chargée de surveiller les émigrés musulmans. Elle collaborait étroitement avec l'islam officiel de la mosquée de Paris.
Et le rayonnement de la fraternité musulmane du Collège libre des sciences sociales depuis 1895-1907, sous l'égide de grands intellectuels comme Christian Scherfis, s'est éteint pour de bon quand on a créé un islam officiel. Un islam officiel qui n'était pas particulièrement intéressé par l'ijtihad. Et à partir de là, on a rompu avec les ambitions des projets initiaux et on a institué dans les statuts de la Société des Habous des clauses inspirées de la législation de l'administration, de la direction des affaires indigènes d'Alger, qui a institué ce qu'on appelle les agréments. De manière pudique, c'est un euphémisme. Tout imam officiel doit bénéficier d'un agrément du bureau ad hoc de la direction des affaires indigènes, qui était dirigé parfois par une femme qui n'était pas musulmane. Et c'était une manière de défier l'islam en confiant la gestion du clergé officiel à une femme, tout en sachant le souci des imams d'être traités à égalité avec les autres. Donc cette même idée d'agrément, on l'a introduite dans les statuts de la Société des Habous, qui avait un grand nombre de membres fondateurs désignés par les gouvernements coloniaux, Tunis, Alger et Rabat. La Société des Habous faisait à tour de rôle ses congrès annuels dans ces trois capitales. Or, tous nos nouveaux membres de la Société des Habous, dont la plupart étaient déjà âgés, donc on prévoyait les disparitions, tout nouveau membre doit être proposé par les membres fondateurs et n'est définitivement adhérent qu'après les agréments des trois gouvernements coloniaux, résidence générale de Tunis et de Rabat, gouvernement général. Donc on a introduit les mœurs algériennes contestées par les comptistes en plein Paris, en plein quartier latin, en pleine Troisième République, laïcarde, et contrairement à la promesse de rompre avec les mœurs algériennes de la France, et l'Institut des comptistes devait être le haut lieu de la rupture avec ces mœurs. Donc voilà une occasion manquée. La mosquée, évidemment, elle jouera un grand rôle. Ce sera la fierté de tous les musulmans, diplomates, étudiants, qui étaient très bien reçus par ces bonnes Qadour. C'était très accueillant. Il avait des dons diplomatiques. N'importe quel jeune étudiant qui le croise à la sortie de la mosquée, il lui dit « Ajin Zakro, le maktab diali ». Puis il lui fait du thé. Et puis il aidait les étudiants nationalistes. C'était lui qui était chargé par Mohamed El-Khams par la suite de distribuer les bourses aux étudiants nationalistes qui étaient logés dans une résidence financée par la monarchie à la rue des Écoles. Il rendait des services, il intervenait. C'était d'ailleurs à tel point qu'une association aussi nationaliste, l'AMNAF, l'association des étudiants musulmans nord-africains en France, qui était domiciliée à la rue Rollin, pas très loin de la rue Monge, Qadour l'invitait à faire ses réunions à la mosquée. Donc, malgré ses liens avec les autorités coloniales, il ouvrait la mosquée à un plus grand nombre de musulmans, intervenait en faveur des victimes des iniquités coloniales. Donc, Qadour a assuré un certain rayonnement à la mosquée, jusqu'à sa mort en 1954, où il était vraiment attristé par le coup de force contre Sidi Mohamed Ben Youssef en août 1953. Et après sa mort, c'est son neveu, c'est Ahmed Ben Rabriz, qui était un journaliste proche des milieux nationalistes, qui assura l'intérim jusqu'à ce qu'il dénonce la torture en 1956. Et l'administration a pris prétexte de l'indépendance du Maroc pour contester sa légitimité. Et à ce moment-là, c'est Guy Mollet qui se rendra coupable d'un véritable coup de force en nommant lui-même d'autorité un nouveau recteur, dont la nomination sera dénoncée à la fois par le tribunal administratif, par le Conseil d'État,
parce que contraire à la loi de 1905 qui interdit au gouvernement laïque de se mêler de la nomination de dignitaires religieux, qu'ils soient musulmans ou autres. Mais ça, on rentre dans une autre période de turbulence, donc favorisée par la guerre d'Algérie qui a été à l'origine de la promulgation des pouvoirs spéciaux votés par le gouvernement Guy Mollet, qui donnait tous les pouvoirs aux militaires en Algérie. Et Guy Mollet s'est mépris en croyant que les pouvoirs spéciaux étaient applicables à l'islam en France. Et le Conseil d'État lui a dit non. Mais la mosquée restera une zone de non-droit, malgré le désaveu du Conseil d'État et du tribunal administratif. Le recteur préféré de Guy Mollet restera en place pendant 25 ans, jusqu'en 1982, et on peut dire que la période coloniale a duré. La mosquée de Paris, 20 ans après la fin officielle de la décolonisation. Et on en parlera dans d'autres prochaines émissions.